Bonjour à tous et bienvenue dans Le Coin, l'émission qui parle d'œuvres culturelles sous tous ses genres, dans toutes ses formes et dans tous les sens. Aujourd'hui dans ce 22e épisode, nous allons parler jeux vidéo en revenant sur un petit platformer 2D de 2015 qui en dépit de sa grande indépendance avait réussi à convaincre à la fois le public et la presse. Je parle bien évidemment de Ori and the Blind Forest. Dans cette vidéo, nous aborderons le jeu sous à peu près toutes ses facettes. Après une brève présentation générale, nous parlerons gameplay avec la maniabilité particulière du personnage. Puis nous parlerons des environnements marquants ainsi que sa manière très spéciale d'aborder la mort. Enfin, nous parlerons scénario et après un léger détour entre difficulté et frustration, nous terminerons avec quelques séquences du jeu qui m'ont particulièrement marqué personnellement. Attention cependant cher public, car si la majorité des gens semblent porter Ori and the Blind Forest dans leur cœur, ça n'est absolument pas mon cas. Le jeu m'est plus apparu comme une sorte de boule de pétanque que je me suis forcé à avaler, et je ne sais pas si tu as déjà essayé d'avaler une boule de pétanque, mais c'est peu recommandable comme activité. Préparez-vous donc à ne pas voir dans cette vidéo pléthore d'éloges sur le jeu, je suis ici pour exprimer clairement qu'est-ce que j'en ai pensé, et croyez-moi, des défauts, j'en ai trouvé beaucoup. On va voir ça. I will dance with another girl. If you'd love to see me do, I would stand right in front of her, like I'm standing right in front of you. Yes, I do. Leave me alone. I don't believe in friends that don't show secret feelings. Ori and the Blind Forest est donc un platformer 2D développé par le studio autrichien Moon Studio et est sorti en 2015 sur PC et Xbox One. Je précise que j'ai pour ma part joué à la Definitive Edition, qui est basiquement une version un peu plus complète du jeu de base. On y incarne Ori, une petite créature trop mignonne, oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'elle est mignonne, putain, à chaque des peluches! Une créature donc qui voit la forêt de Nibel, lieu où elle a grandi, se faire consumer par un mal étrange à cause d'une chouette gigantesque. Ori va donc devoir rétablir les éléments de l'eau, de l'air et du feu pour permettre à l'arbre aux esprits de renaître et ainsi sauver la forêt. Le gameplay de Ori est somme toute assez classique, on peut sauter, s'accrocher au mur et attends. On peut pas configurer nos touches ? Sérieusement, Ori ne permet pas de configurer ses propres commandes, la seule chose que l'on peut changer c'est selon si notre clavier est en QWERTY ou en AZERTY, mais sinon les touches sont attribuées d'office. Et vous allez me dire que je chipote, mais sérieusement, quel jeu même en 2015 ne te permet pas de configurer tes propres touches? Alors je me doute que ça va pas poser problème à tout le monde, mais quand t'es habitué à une certaine configuration de mouvement et qu'on t'oblige à jouer avec autre chose, eh ben c'est pas forcément un bon point de départ. Enfin bref, si Ori ne brille pas par son originalité de concept de gameplay, c'est par le mouvement qui va se différencier. On acquiert au cours de notre aventure une pléthore de capacités de déplacement qui vont grandement améliorer notre mobilité. À cela est associé un gameplay de combat, encore une fois très simple, mais qui va nous obliger à maintenir une certaine mobilité constante afin de rester suffisamment proche des ennemis pour les attaquer, mais en même temps suffisamment loin pour pas se faire toucher. Un jeu de compromis donc facile à prendre en main qui accompagnera toute notre aventure. J'en profite pour préciser que je vais dans cette vidéo me baser sur quelques autres platformers 2D comme éléments de comparaison. Celeste, Gris, Dead Cells, Cuphead, Blasphemous ainsi que Hollow Knight. Sur ce, nous allons pouvoir aborder notre premier point. Bon ça c'était ce qui concernait l'aspect général du gameplay de Ori. Maintenant il est temps de commencer à parler de ce qui m'a vraiment déplu. Je dirais que le patient zéro de tous les problèmes du jeu peut être défini comme tel. Ori est une serpillière en sucre. Dans un jeu vidéo, et particulièrement dans un platformer 2D, il est primordial de pouvoir manier pleinement notre personnage. Et cela, Ori n'y parvient pas du tout à cause du fait qu'il glisse en permanence dans les airs lorsqu'on se déplace. Je vais vous illustrer ça différemment. Dans Dead Cells, lorsque l'on se déplace dans une direction en étant en l'air et qu'on arrête ce mouvement, notre personnage s'arrête aussitôt et retombe en ligne droite. Alors à quoi ça sert ce système ? Eh bien tout simplement à rendre la maniabilité de notre personnage intuitive et pratique. Dans un environnement où beaucoup de choses vont nous être dangereuses, il est primordial d'avoir le plein contrôle de notre personnage pour éviter de s'empaler bêtement dans le premier ennemi venu. Le souci c'est que dans cette même situation, Ori va lui garder l'inertie de son mouvement et continuer sa trajectoire. En clair, il est extrêmement difficile de contrôler parfaitement nos déplacements et cela va de pair avec un autre souci majeur, c'est que Ori est beaucoup trop fragile.
Et en plus de ça, le système de dégâts est insensé. Certains ennemis sont en mesure de nous infliger 5 cœurs de dégâts d'un seul coup, là où d'autres mettront 5 ou 6 coups avant de nous tuer. Et il est impossible de savoir spontanément du premier coup quel ennemi va nous être fatal et quel autre va nous laisser un peu de répit. Cette combinaison vicieuse nous met donc dans une situation permanente de mouvement omniprésent, mais où il est très difficile de manœuvrer notre personnage, ce qui nous amène inévitablement à mourir bêtement. Et autant dans Céleste, mourir n'est pas vraiment un problème parce que c'est un die and retry, c'est-à-dire un jeu basé sur des séquences courtes avec des checkpoints très réguliers et une maniabilité fluide, autant ici ça devient très rapidement frustrant. Mais je reviendrai sur la différence entre difficulté et frustration plus tard, parce qu'elle me paraît très importante à être abordée. Et à ça, nous pouvons ajouter une caméra beaucoup trop souvent complètement à l'ouest, nous empêchant complètement de voir ce qui est à proximité, nous envoyant très généralement dans une mort certaine. Genre là, sérieusement, à quoi ça me sert de savoir ce qu'il y a dans les 3/4 supérieurs de l'écran? Pourquoi la caméra ne cadre pas plutôt Ori sur le haut de l'écran pour me permettre de savoir ce qu'il y a en dessous de moi, dans la direction dans laquelle je me déplace? Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais dites-vous bien que marcher sur un Lego pieds nus une fois, ça fait mal, mais ça passe. Mais marcher sur un Lego, se cogner le petit orteil sur un coin de table, puis faire tomber une encyclopédie sur son pied, ça commence à faire vraiment mal. C'est basiquement comme ça que j'ai vécu tous ces petits défauts. Mais maintenant on va plutôt s'attarder sur un autre aspect qui a été beaucoup loué chez le jeu, c'est le décor. Bon, je vais devoir briser un tabou, mais c'est très important pour la suite de la critique donc je vais le faire. Je n'aime pas les décors de Ori. Alors je vais tout de suite préciser, oui, pris comme tel, les décors de Ori sont magnifiques. Ils sont grandioses, détaillés, en vie permanente, avec des couleurs très travaillées, bref, c'est vraiment excellent. Seulement voilà, faire de beaux décors ne veut pas dire qu'ils fonctionneront forcément dans un jeu vidéo, et ce n'est ici pas le cas selon moi. Parce que cette omniprésence de détails rend le jeu complètement illisible, et si on rajoute à ça le fait que les choix de couleurs et de mise en lumière ne mettent pas toujours parfaitement en valeur les éléments avec lesquels on peut interagir et les simples éléments de décor, eh bien on se retrouve très souvent dans une situation où l'on ne sait pas si quelque chose va nous être dangereux ou pas. Prenez Gris. Ici les environnements ne manquent pas de détails, mais ceux-ci sont beaucoup plus lisses, très éloignés de la fausse 3D de Ori, et les seuls éléments en mouvement sont ceux avec lesquels on peut interagir. Alors si, certes, on ne peut pas mourir dans Gris, ce choix rend néanmoins la lisibilité des décors et des environnements beaucoup plus compréhensible. Et en plus de ça, ça me fait une parfaite transition pour passer au point suivant, la mort. Qui est un concept pas forcément super intéressant dans la vie de tous les jours, mais qui a le mérite d'apporter de très bonnes idées lorsqu'il s'agit d'un jeu vidéo. On va voir ça tout de suite. Abro, cierro, estoy cercana, estoy muy lejos. Abro y cierro, es un misterio. Que ce soit entre la surpuissance des ennemis, la maniabilité pourrie de notre personnage, l'illisibilité des décors, ou juste cette foutue caméra qui n'est pas capable de comprendre quelles sont les règles de base d'un jeu vidéo de plateforme, on passe notre temps à prendre des dégâts dans Ori and the Blind Forest. Alors petit disclaimer avant ça, je ne vais pas rejeter entièrement la faute de mon nombre de morts sur le jeu. En effet, celui-ci nous permet d'acquérir au cours de l'aventure beaucoup de points de vie supplémentaires. Seulement, étant donné que je prenais à peu près autant de plaisir à jouer au jeu qu'à me faire tartiner les yeux avec du tabasco, j'ai rushé l'aventure et j'ai du coup évité pas mal de points de vie supplémentaires que j'aurais pu récupérer. J'ai donc terminé le jeu avec 7 cœurs sur un total de 15 maximum. Dans cette situation, il est donc évident que j'étais bien plus enclin à mourir qu'un autre joueur qui serait lui allé chercher plus de points de vie. Voilà pourquoi je ne rejette pas entièrement mon nombre de morts sur le jeu, c'est également de ma faute, et c'est également pour ça que je vous demanderai de prendre les arguments suivants d'un point de vue général, s'appliquant dans n'importe quel contexte de mort. Ori propose un système de checkpoint assez original puisque manuel. Non, je ne parle pas de Lin-Manuel Miranda. Vous devrez, au sein de votre aventure, définir vous-même vos points de réapparition grâce à de l'énergie, une ressource qui se régénère parfois. J'ai jamais vraiment bien compris ce qui nous permettait de récupérer de l'énergie en dehors des cristaux. Et le souci majeur avec ce système, c'est que la quantité d'énergie que nous offre le jeu est totalement aléatoire. Parfois, il va tellement vous noyer sous de l'énergie, vous pourrez sauvegarder tous les 3 mètres, parfois, ce sera une pénurie totale. Et quand vous vous retrouvez dans cette dernière situation, dans une zone longue et difficile et sans aucun moyen de sauvegarder, eh ben vous allez mourir encore, et recommencer en boucle le même parcours.
Alors oui, il est parfaitement possible de considérer que je suis simplement complètement nul à Ori, cependant cela ne retire en rien le fait que je trouve la construction générale du jeu très difficile à analyser et à comprendre. De plus, je vous demanderai de ne pas m'interrompre à nouveau, c'est un acte extrêmement irrespectueux qui fait de vous une personne peu recommandable, et de plutôt prêter attention aux prochains arguments qui viendront appuyer mes propos précédents. Parce qu'en plus de ça, le jeu ne sauvegarde pas vos actions. Ce qui signifie que tout ce que vous aurez entrepris de faire entre le moment où vous aurez sauvegardé et le moment où vous serez mort sera complètement perdu et à refaire. Imaginez-vous passer 10 minutes à déambuler dans un environnement ultra dangereux, à récupérer des clés, ouvrir des passages, tuer des ennemis, tout ça avant de vous faire bêtement empaler et one-shot par des pics et devoir tout recommencer. Et maintenant imaginez-vous faire ça 3 ou 4 fois de suite. Et à cela on peut rajouter le fait que les cinématiques beaucoup trop lentes se relancent à chaque fois que vous devez recommencer quelque chose. Comparons ce genre de situation avec Hollow Knight. Les checkpoints sont ici des bancs disposés à des endroits réguliers au cours de l'aventure du joueur. Premièrement, il est ici beaucoup moins courant de mourir puisque la large majorité des ennemis ne nous font qu'un seul cœur de dégâts. Mais surtout, la mort ne nous punit pas en nous faisant recommencer ce que l'on a déjà fait. Notre progression est sauvegardée. Non, on est puni en prenant le risque de perdre toutes les ressources que l'on a accumulées. Après, comme je l'ai dit, j'étais dans mon cas bien plus enclin à ce genre de mort à répétition, mais cela n'enlève rien au fait que le problème majeur avec ce système de checkpoint manuel reste son aspect beaucoup trop aléatoire qui empêche de sauvegarder librement, faisant ainsi de chaque mort non pas une sanction juste pour des erreurs que l'on a commises, mais bien une punition totalement arbitraire, bien souvent complètement indépendante de notre volonté. On va maintenant aborder un autre élément très important du jeu qui est sa narration et son histoire, un élément encore une fois central, mais qui, sans surprise, a beaucoup de défauts à évoquer. J'étais sage comme un orage, ni virtuel, ni imbécile. Je sais bien, ce n'est plus de mon âge. Comme tu vois, j'ai l'instinct fragile. J'avais également très envie de me pencher aujourd'hui dans cette critique sur le scénario que nous offrait Ori and the Blind Forest, puisque celui-ci a une place très importante au sein du jeu. Et je dois admettre que je l'ai trouvé terriblement peu intéressant. Il est cousu de fil blanc, très cucu par certains moments, et dans sa globalité, terriblement peu original. Mais ça encore, ça ne concerne que mon avis et mon ressenti. Ce qui m'a vraiment dérangé objectivement avec le scénario, c'est que le jeu semble nous forcer à l'écouter. En ce qui concerne mon rapport au scénario dans les jeux vidéo, je dois admettre que j'aime particulièrement ça. C'est un médium qui selon moi offre une très grande liberté narrative et j'aime beaucoup aller découvrir les histoires qui me sont proposées. Seulement, en dehors des jeux bien plus axés sur leur narration, comme peuvent l'être Soma ou Dear Esther, ou des jeux qui ont parfaitement conscience de ne pas briller par leur histoire et qui par conséquent s'en foutent royalement, comme peuvent l'être Half-Life 2 ou Resident Evil 4, pour un même scénario, je préfère 1 million de fois plus que le jeu me laisse une liberté totale de le découvrir comme je veux morceau par morceau, quitte à en louper certaines parties, comme le fait merveilleusement bien Blasphemous, plutôt qu'il me prenne par la main et me force à l'écouter tout du long. Et le problème c'est que c'est exactement ce que fait Ori selon moi, et l'élément qui incarne le mieux cette idée selon moi c'est Sane, une sorte de non-personnage qui nous sert majoritairement d'arme au cours de l'aventure, mais dont il a été décidé de faire un moulin à paroles afin de nous déverser le lore du jeu dès que l'occasion lui est présentée. On est alors régulièrement obligé de devoir s'arrêter pour l'écouter nous parler de tous les détails de son histoire en attendant patiemment de pouvoir retourner jouer, ce qui devient peu à peu très désagréable puisque créant une barrière entre le jeu et le joueur, empêchant ainsi une possible immersion. On a ainsi bien plus l'impression d'être face à un enregistrement plutôt que face à des bribes d'histoire que l'on aurait fièrement dénichées nous-mêmes et que l'on aurait par conséquent envie d'écouter. Et à cela s'ajoute un autre grand défaut du jeu qui est complètement antithétique avec la très grande liberté qu'il cherche à nous offrir à travers la taille de sa map, c'est sa terrible linéarité. Comme je viens de l'évoquer, la carte du jeu est particulièrement grande et il nous est très rapidement possible de nous y déplacer librement. Mais pourtant, malgré ça, on ne ressent jamais une pleine liberté parce que le jeu veut absolument nous faire accomplir tous les objectifs principaux, dans l'ordre, un par un. Du coup, à quasiment aucun moment, on ne ressent une véritable liberté de pouvoir aller où on veut, puisque tout semble n'être qu'une succession de quêtes secondaires inutiles à côté de l'objectif initial. Je vais étayer mes propos en faisant une nouvelle fois une comparaison avec Hollow Knight, comparaison qui a d'autant plus de sens que ces deux jeux partagent énormément de similitudes. Hollow Knight, lui, ne nous impose rien, pas de petits personnages qui nous parlent tout le long, pas de chemin tout tracé, non. Il nous est suggéré l'importance d'un lieu spécifique dès le départ, lieu qui sera plus tard marqué de manière très identifiable sur notre carte, et ensuite libre à nous de faire comme on veut. Et il en va de même pour les 3 personnages à éliminer pour pouvoir accéder au boss de fin, sauf que le jeu ne nous accompagne pas à chacune de ces étapes une par une, il se contente juste de nous pointer leur existence, et nous laisse après ça la liberté totale de les accomplir comme on veut, dans l'ordre que l'on veut. Et il en va de même pour l'histoire, aucun PNJ ne nous force à écouter des pavés de texte, c'est à nous d'aller chercher les petits détails de l'histoire à travers les dialogues, les décors et les secrets cachés.
En clair, on ne nous force à rien, on est jeté dans un monde très vaste et libre ensuite de l'explorer comme on veut. Et c'est exactement cette formule que semble vouloir reproduire Ori sans y parvenir à cause de son obsession à vouloir absolument nous raconter son histoire comme il veut. Ce qu'il faudrait retenir dans cette partie sur l'histoire, c'est que la liberté de progression que veut nous offrir le jeu doit aller de pair avec la liberté de son scénario. Si un jeu s'assume pleinement comme linéaire, comme c'est le cas par exemple dans Wolfenstein, alors on aura beaucoup moins de mal à accepter le fait que son histoire l'est également. Et cette liberté ne doit pas nécessairement être une liberté de découverte, mais peut prendre d'autres formes, comme une liberté d'interprétation, comme par exemple dans Layers of Fear. J'ai les pieds lourds, l'esprit rance, je suis épuisé, y'a plus de jus. Y'a des jours où je me situe entre le néant et l'absence. Pourtant encore si j'avance, c'est qu'elle me colle, me pollue, ma saleté d'espérance. Alors il est important de terminer cette longue partie sur les points négatifs en évoquant la manière que j'ai de différencier la difficulté de la frustration. Point de définition Larousse dans cette vidéo, j'entends par difficulté ce que vous entendez très certainement par difficulté. Un défi, clairement exposé comme tel, qui va demander aux joueurs de l'attention et de la mémoire afin de comprendre des mécaniques de gameplay et d'assimiler des logiques propres à celui-ci. La difficulté demandera aux joueurs différentes capacités telles que stratégie, coordination, réflexion ou encore persévérance par exemple, afin de venir à bout de ce défi après d'éventuelles nombreuses tentatives. Si tous ces éléments sont respectés, alors une véritable difficulté naît, faisant de chaque échec non pas une punition pour le joueur, mais bien un moyen pour lui d'apprendre de ses erreurs afin de repartir dans ce défi avec plaisir. Et cela, Céleste et Cuphead l'ont très bien compris et y arrivent parfaitement, dans des genres pourtant totalement différents. Ce qui fait que, dans mon expérience en tout cas, j'ai très peu ragé sur ces jeux. A l'inverse, je parle de frustration lorsque je me retrouve face à quelque chose que je veux obtenir, un objectif que je veux atteindre, mais que pour une raison que je ne connais pas ou que je ne comprends pas, je n'y arrive pas. Comprenez bien que je ne parle pas de n'importe quel objectif, mais bien de ceux qui sont clairement établis comme atteignables, mais que l'on ne peut pas pour une raison inconnue. Et de plus, la frustration n'est pas forcément quelque chose de négatif. Il est parfois très intéressant pour un jeu vidéo de développer une frustration chez le joueur, afin de rendre la satisfaction d'avoir atteint ce passage bien plus intense. Alors parfois, cette frustration se traduit par ce que j'appelle des fausses promesses, comme BioShock Infinite en regorge, en nous présentant par exemple des ennemis impressionnants que l'on n'affronte jamais. Parfois, comme dans Ori, c'est, pour le dire crûment, que le jeu nous déverse pléthore d'excréments au visage dans la plus grande des gratuités. Parce que la différence majeure qu'il y a entre mourir dans Ori et mourir dans, par exemple, Céleste, c'est la responsabilité du joueur. Mourir dans Céleste n'est pas frustrant, parce que lors d'un échec, on a conscience que c'est à cause d'une de nos erreurs, à cause d'un saut mal calculé, ou d'un mur lâché trop tôt, par exemple. Mourir dans Ori est frustrant, parce que bien souvent, on a le sentiment d'être puni pour quelque chose que l'on n'a pas fait. Nos sauts ont été cohérents, nos mouvements ont été bien calculés. Pourtant, à cause d'une caméra mal positionnée ou d'un ennemi qui aura subitement décidé de nous enlever la moitié de notre vie d'un seul coup, on va mourir sans vraiment avoir eu l'impression que c'était de notre faute. Alors jusqu'ici, je n'ai pas été très tendre avec le jeu, c'est vrai. Pourtant, ce serait mentir que de dire que tout est acheté dans Ori and the Blind Forest. Il y a certains passages qui m'ont particulièrement plu, et je m'en vais vous les présenter maintenant. C'est ça le pied, tous y aller, tous rassembler, pour avancer, sans baisser les bras. Et si ça suffit pas, Tati Ninja reviendra. Ouais. Parmi cela, on peut noter les très bonnes idées de mouvement et de déplacement. Quel plaisir c'est de ressentir toute la vitesse de notre personnage lorsque l'on peut courir sur une ligne droite avant de s'élancer dans un double saut, rebondir sur un projectile ennemi, puis s'accrocher sur un mur pour grimper sur une nouvelle plateforme. Ori va vite, et cette vitesse associée avec la très grande diversité de capacités de mouvement qui nous est offerte rend le maniement du personnage extrêmement agréable dans certaines situations. En parlant de ça, certaines régions du jeu nous proposent de superbes idées de gameplay. Par exemple, le bois brumeux qui assume pleinement sa linéarité en nous privant de cartes et en donnant une sorte de labyrinthe en perpétuel changement, les ruines éplorées et son système de gravité qui nous oblige à considérer notre environnement sous tous les angles, ou le mont Oru, seule région où selon moi les phases de plateforme sont à leur apogée puisque rapides, efficaces, tendues, obligeant le joueur à réunir concentration, réflexe et mémoire et se réinventant à chaque étape. Je tire donc mon chapeau à ces quelques sections du jeu qui sont pleinement intelligentes et originales et dont j'aurais, je pense, aimé en voir un peu plus au cours de mon aventure. En fait, en jouant à Ori and the Blind Forest, j'ai un peu eu l'impression qu'un espèce de pouvoir divin venait abattre sa foudre sur moi de manière complètement aléatoire et venait parfois au contraire me faire un bisou sur le front en me donnant un bonbon. Et j'adore les bonbons.
C'est indéniablement un jeu qui a la volonté de proposer une belle petite aventure, pas trop longue, et sans la prétention de révolutionner le genre. Pourtant, avec mon expérience plutôt négative, vous l'aurez compris, je me suis penché sur ce qu'en avait pensé le public, parce que pendant mon expérience de jeu, il m'était parfois très difficile de concevoir que des gens puissent vraiment aimer un jeu aussi raté en termes de gameplay à mes yeux. Et je pense avoir compris. On va faire un peu de statistiques pour comprendre ça. J'ai épluché plus de 90 avis de joueurs sur internet, et sur cette totalité, à peine plus de 10% d'entre eux étaient négatifs. Et sur les 80 avis positifs restants, je me suis amusé à classer les arguments qu'on me donnait par ordre d'importance desquels ressortaient en premier. Et les 3 qui sont le plus ressortis étaient le gameplay, mais également la musique et les graphismes du jeu. Et même la presse semble conquise. Jeuxvideo.com l'a noté 19 sur 20, Gamecult 8 sur 10 et Switch Actu 90%. Toujours en saluant avant tout les graphismes et la musique. Et en fait, même les avis négatifs nous reprochaient dans plus de la moitié des cas qu'une seule chose, c'était la Definitive Edition, qui lors de sa sortie avait fait un peu grincer les dents, puisqu'elle forçait les joueurs qui avaient déjà acheté le jeu de base à repayer pour avoir cette version définitive. Mais du coup tout ça me laisse perplexe. Si certes le gameplay a aussi été beaucoup loué par les critiques, si malgré tout les deux aspects qui sont le plus ressortis étaient la beauté musicale et la beauté des graphismes du jeu, alors cela me laisse penser que peut-être qu'au fond, Ori avait plus la volonté d'un dessin animé que d'un jeu vidéo. Qu'on se comprenne, hein, la beauté dans un jeu vidéo c'est super. Pas obligatoire, mais super intéressant à développer, seulement lorsque celle-ci vient compléter d'autres aspects propres aux jeux vidéo qui eux fonctionnent correctement. Et je parle pas nécessairement de gameplay, hein. Des jeux arrivent très bien à proposer une beauté environnementale, musicale ou scénaristique, tout en proposant des éléments propres aux jeux vidéo, comme par exemple une liberté de mouvement ou de choix. Mais dans le cas de Ori, face à un gameplay certes plein de bonnes intentions, mais qui se retrouve à handicaper le joueur plus qu'à l'accompagner dans la découverte de la beauté qu'il veut lui proposer, mettre l'accent lors de sa conception sur des aspects qui sont plus secondaires dans le cas d'un platformer 2D, plutôt que sur le réajustement de ces quelques détails nocifs, n'est peut-être pas la meilleure des idées qui soit selon moi. Enfin bref, tout ça pourquoi ? Ma conclusion de cette vidéo sera à peu près la même que celle de ma vidéo sur Battle Royale que j'avais faite l'année dernière. Dans l'absolu, si tout le monde semble avoir plutôt unanimement aimé Ori and the Blind Forest, ça veut bien dire que je fais partie d'une minorité de personnes qui ne l'a pas aimé, et que par conséquent, votre expérience de jeu a de très fortes chances d'être bien meilleure que la mienne. Alors faites-vous votre propre avis, c'est la meilleure chose que je pourrais vous recommander, et surtout n'oubliez pas ces deux choses. Déjà que quel que soit le contexte, l'objectivité absolue n'existe toujours pas et n'existera sans doute jamais, alors faites-vous votre propre avis en écoutant celui des autres et en apprenant à le perfectionner à partir de ça. Et ensuite, et surtout, que Hollow Knight c'est quand même vachement mieux, putain. Non mais c'est vrai quoi, faut le dire à un moment. Non mais comment ça contredit toute ma conclusion? Mais je te dis que c'est mieux. Mais voilà, et ben alors on le dit d'accord, voilà. There it is again, that funny feeling. That funny feeling. There it is again, that funny feeling. That funny feeling.